Le travail du sol, on peut l'interpréter de cette manière, c'est qu'il prive la surface du sol de sa peau. Donc on peut imaginer, on peut se représenter les choses comme ça, que la surface du sol c'est la peau du sol et que si on travaille le sol, il n'a plus la peau et il se fragilise et le sol devient moins fertile progressivement suite à cet endommagement causé par les outils. Donc on se retrouve avec un sol qui est à vif, et qui, fragilisé, perdra de sa matière organique, et la matière organique du sol, c'est la base de sa fertilité. La physique du sol, c'est combien il y a de trous dans le sol, que ça soit grâce à un travail mécanisé ou grâce à la vie du sol, c'est d'évaluer, c'est ce qu'on va faire, de manière ultra simplifiée, de se dire est-ce que cette terre elle est suffisamment poreuse pour que les racines elles passent. Ici, là je suis sur la planche, et là la terre elle est, on va dire, souple, là c'est facile à rentrer. Et à partir d'ici, je suis dans le dur. Je suis déjà dans le dur à cette profondeur, sachant que je suis à peu près au niveau du pacifique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, il y a une semelle et que la butte elle a été faite avec de la terre qui là a été poussée ici, tout simplement, mais que d'un point de vue porosité, à partir d'ici, là je suis dans le dur. Autrement dit, il y a une semelle de travail qui est là, cette profondeur-là. Donc on a ça de terre souple, 20 cm, grâce à la butte. Ici, il faudrait passer une dent, si on veut enlever celle-là, qui serait entre 20 et 30. Ouais. Et ici, entre 0 et 10. C'est pas le même outil. Et après, d'un point de vue naturel, vous avez les forces de décompaction. C'est-à-dire, une racine de plante, ça rentre. Alors, si la terre est très souple, elle rentre pas facilement. Si la terre est dure, elle rentre moins facilement, mais elle rentre quand même. Et donc, elle a un pouvoir de décompaction elle-même. Et ensuite, vous avez les vers de terre, la vie du sol, les bactéries, les champignons, les mycorhizes, qui eux ont un pouvoir très fort de venir rattraper des compactions. Et si vos forces de décompaction sont supérieures ou égales à vos forces de compaction, vous maintenez un système complètement durable. On a quand même, malgré des zones un peu tassées, vraiment une circulation d'oxygène qui est correcte. Si vous avez quelque chose en fond de profil qui a l'air anaérobie, anoxique, avec des places privées, ça peut être dû à une nappe qui remonte. Donc vous avez l'hiver de l'eau qui remonte, donc là je serai les pieds dans l'eau. Et donc ça, a priori vous pouvez pas faire grand chose contre les nappes, à part éventuellement faire des fossés et donc poldériser un petit peu votre système. Si vous êtes à plat, c'est possible. Ou alors faire des systèmes de drainage de nappes qui sont des nappes perchées. Bon, voilà, c'est un peu des gros travaux, mais ça peut s'envisager, mais ça reste pas facile. Et du coup, le plus simple, c'est probablement de travailler sur des buttes assez hautes pour essayer de remonter artificiellement le niveau de l'eau et essayer de faire en sorte que vos légumes d'hiver ne soient pas les pieds dans l'eau. Donc ça, on va dire, vous impose quasiment la butte haute dans ces systèmes-là sur les cultures d'hiver. On a quel pH ici? 7-8. C'est chaud. 7-8, ouais, c'est 2,8, donc il y en a. Et la suite? Là, il y a beaucoup. Ça mousse rarement autant. Oui, je choisis les journées dedans. Ah oui, bon. La dernière fois que j'ai fait des trucs, et finalement, tout ça, c'est des cases, mais en fait, elles sont sujettes à discussion, dans le sens où la différence entre la ville et stable, c'est pas deux choses qui sont complètement séparées, c'est une sorte de gradient en fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et plus on va vers le labile, plus on va vers quelque chose qui va très rapidement relarguer les minéraux qu'il contient. Plus on est sur quelque chose de stable, plus ça va rester là dans le sol pendant longtemps. Et ça va pas nourrir les cultures, mais ça va, on va dire, stocker dans le sol. On va augmenter le stock. Dernier élément qui détermine un peu dans quel compartiment on va aller se situer, c'est, donc ça c'est super important, c'est la question de si j'apporte une matière qui est déjà dégradée et donc en général déjà compostée, c'est ça dont on va parler,
tu parlais de compost. Si vous avez quelque chose qui est déjà composté, donc en fait il a déjà subi un processus de dégradation, mais non pas dans le sol, mais dans le tas de compost. D'accord ? Ce qui va rester, en toute logique, c'est les choses qui sont les moins faciles à manger, puisque les bactéries du tas de compost ont attaqué les matières les plus faciles à dégrader, puisque la nature est fainéante, et du coup elle a commencé par manger le plus simple. La cellulose, les glycelluloses, les pectines, les lipides, enfin voilà, des choses qui sont faciles à manger. Et il va rester ce qui est difficile à manger. Et donc quand vous apportez du compost, vous apportez une matière qui est difficile à manger. Et comme elle est difficile à manger, elle va plutôt aller faire de l'humus stable que faire de l'humus labile. Et donc en gros le compost c'est un super amendement, mais c'est pas un très bon engrais. On a au centre le maraîchage, qu'on a fait vraiment dans le fond de vallon, là où il y a le plus de sol, et puis là où il y avait un peu plus de, supposément de limon et de fertilité. Et puis là où c'était le plus plat, surtout. Pour le maraîchage, c'est quand même important, parce que nous on travaille que à la main, du coup on essaye d'être le plus rapproché possible et dans moins de pentes, parce que pour les récoltes à la brouette, etc., c'est quand même plus intéressant. On est sur à peu près un demi-hectare d'utilisé. Et 2500 m² vraiment de cultiver comme ça. Il y a un tiers de surface sous les serres. C'est-à-dire qu'en gros, la surface cultivée, elle se compose de 18 jardins. Ce qu'on appelle des jardins, c'est des blocs de 7 planches, comme ça. Là, c'est un jardin. Il y en a 18, et dans les 18, il y en a 6 qui sont sous serre. On a exactement un tiers de surface de serre. On a produit 32 000 euros hors taxe de vente légumes en 2018, 46 500 l'année dernière, et cette année en 2020, enfin cette dernière saison, on a sorti entre 65 et 70 000 euros de chiffre d'affaires vente légumes, sachant que nous on pèse les récoltes, et les récoltes c'est 80 000, mais après on a des pertes là-dessus, il y a des choses qui sont invendues, ou qui sont données, ou qui sont troquées, donc le chiffre d'affaires réel est plutôt autour de 70 000. C'est un chiffre important parce que c'est un moyen, il y en a d'autres, de mesurer un petit peu la productivité. Alors, on peut toujours discuter parce que si on fait du mesclun, il y a des trucs qui sont à plus forte valeur ajoutée que d'autres et on a besoin de produits pour attirer le client qui n'est pas forcément sur les meilleures valeurs ajoutées. Il n'empêche qu'au niveau d'un jardin, ce niveau de performance est un niveau élevé. Nous, en fait, on a un objectif ici, c'est effectivement celui de produire, mais aussi celui de réduire un peu notre temps de travail. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est plutôt orienté vers une petite surface qui est assez bien maîtrisée et qui est assez bien équipée. On a de l'irrigation automatique sur tous les jardins, une électrovanne sur chaque jardin extérieur, 2 électrovannes sur chaque serre, une électrovanne pour le goutte à goutte et une électrovanne pour le bassinage. En gros, on est à 3 sur cette exploitation. On travaille en moyenne 24 heures semaine, c'est-à-dire 20 heures de travail au maraîchage. On travaille du mardi au vendredi, 5 heures le matin. Et ensuite, on a une semaine sur 3 un marché qu'on estime à peu près à 9 heures, le samedi matin à Crête. Et puis 2 heures de livraison au magasin de producteurs de la Charrette. Voilà. En fait, on voit bien qu'il y a la matière organique la plus fraîche qui est compostée, mais il y a tout le bois qui reste en fait. Il y a énormément de bois qui reste dedans. Je pense que c'est un bon équilibre. Pourquoi on met les bardages bois? Parce qu'en fait, on se rend compte que si on le met pas, toute la prairie, elle grignote les planches en fait. Elle monte sur les planches et on passe des heures à genoux à retirer les herbes. C'est vraiment du travail qui est inintéressant et qui représente beaucoup d'heures. Donc on a fini par mettre du bardage. Donc là, c'est du mélèze pour que ça tienne un peu. On ne laisse jamais de résidus de culture qui vont venir opacifier et faire tuer, et tuer le... Genre, si on laisse un gros tas de feuilles là, en fait ça va faire crever tout ce qu'il y a en dessous, puis derrière on se retrouve avec un tas de boue et là on est sûr qu'il y a de la merde qui pousse. Donc on est toujours très vigilant à rien laisser de massif. On tond et puis le mulch de thon, ça suffit à nourrir, mais tous les résidus de culture, soit on les broie, on les remet, soit on les met dans le compost, mais on les laisse pas dans les pastiers. Avant on faisait des engrais verts sur les planches, mais on a arrêté parce que la raison principale c'est que c'est horrible à détruire au printemps. En fait quand on va au printemps, quand on enlève les bâches, c'est farci de turicule quoi. J'imagine qu'il doit y en avoir déjà un petit peu là. Ça a été bâché un peu tard. Mais vous voyez quand même que là, il y en a un petit peu des turicules déjà.
Et au printemps, bah, en fait, il n'y a quasiment plus 1 cm² sans turicule. C'est un tapis de turicule là. On trouve beaucoup de traces de racines. La semaine dernière, on a remis un petit coup d'aspersion parce qu'on n'a pas irrigué depuis fin novembre. On voit que derrière, les oignons qui ont souffert un petit peu du sec. De plus en plus maintenant, en hiver, on fait plutôt de l'aspersion que du goutte à goutte. Ça permet de réhydrater un peu de manière plus homogène. Et puis aussi les passe-pieds pour les faire pousser, pour réactiver la pousse pour le printemps. Au niveau de l'irrigation, on s'est pas mal amélioré avec une gouge et puis des sondes tensiométriques. Et en fait, on les relève régulièrement pour voir un peu, pour affiner l'irrig. C'est vrai que ça nous permet de mieux piloter l'irrig sur les tomates, notamment là, pour savoir un peu où on en est. Et donc, il faut avoir ce genre de démarche. On connaît personne, et on voit du monde avec Arthur, qui arrive à ce niveau de chiffre d'affaires au mètre carré sans avoir tous les chiffres en tête sur le bout des doigts tout le temps. Le maraîchage sur sol vivant, c'est quoi? C'est une technique. Ça s'appuie sur une technique agronomique qui consiste à cultiver sans avoir besoin de travailler le sol. Cette absence de travail de sol est compensée par l'apport de matière organique qui nourrit la vie du sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons, qui elles-mêmes assurent une structure de sol poreuse, un peu comme dans les milieux naturels que sont les prairies ou les forêts, et qui assurent finalement une excellente fertilité. Ces techniques de maraîchage sur sol vivant, inspirées de l'agriculture de conservation, donnent des résultats qui sont optimisés en termes de rapport entre les dépenses énergétiques et de mécanisation qu'on apporte pour produire l'agriculture en comparaison de la productivité elle-même, c'est-à-dire la quantité de légumes qu'on récolte au mètre carré.